Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jeu. Et nous parlons politique autrement avec Jean-Pascal et son invité. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Oui, nous allons faire une émission aujourd'hui spéciale post-élection européenne. Alors avant de vous présenter mon invité, peut-être expliquer justement le choix du thème de l'émission. Deux raisons à cela. Tout d'abord, deux chiffres quand même. C'est le taux d'abstention à La Réunion. Il est près de 80%, 83% dans l'ensemble de la circonscription Outre-mer. Là, depuis la deuxième raison, pour la première fois de notre histoire, un parti d'extrême droite est arrivé en tête de tous les suffrages exprimés en France et d'autres partis d'extrême droite européens sont également présents et en position de force au Parlement européen. Alors les conséquences directes, c'est une possible remise en cause de notre adhésion à l'Europe et donc une remise en cause également des financements européens pour l'Outre-mer. L'Outre-mer, je rappelle, première bénéficiaire des fonds européens. Alors notre invité, aujourd'hui, c'est Nicolas Delaunay. Bonjour Nicolas. Bonjour aux auditeurs. Alors, Nicolas Delaunay, citoyen lambda, mais pas seulement. Citoyen lambda très soucieux de l'environnement, de sa compréhension, pour comme aujourd'hui discuter avec vous, faire écouter aux auditeurs la vision d'un homme réunionnais. Voilà. Alors un homme réunionnais qui a déjà des responsabilités, qui a déjà des engagements. On vous a invité d'ailleurs dans nos studios. Vous êtes le représentant de la CFTC au sein de l'Observatoire des prix des marges et des revenus de la Réunion. Et puis c'est intéressant aussi pendant ces 45 minutes d'avoir votre éclairage, parce que vous avez quand même une formation, une activité professionnelle qui est liée aux sciences économiques. Et on va parler argent, on va parler subventions, on va parler politique. Ça me convient. Ça vous convient ? Alors je le disais en ouverture de cette émission, 80% de taux d'abstention à La Réunion au dernier scrutin pour les élections européennes, 83% dans l'ensemble de la circonscription Outre-mer. Première approche comme ça, première analyse, ça vous fait réagir comment ? Ça démontre que plus les enjeux d'une élection qui est proposée aux citoyens peut paraître éloigné de leurs problématiques du quotidien, et moins, j'allais dire, l'envie du vote est partagée, et donc on peut effectivement constater des taux d'abstention relativement conséquents, qu'il faut également rattacher, j'allais dire, à la capacité de nos hommes politiques, mais également de tout citoyen, des médias également, de faire leur part pour expliquer un petit peu quels sont les enjeux, quelles sont les réalités de l'Europe au quotidien pour la Réunion et les Réunionnais, quels sont les enjeux dans l'ensemble mondial dans lequel se situe l'Europe. Faut-il plus d'Europe? Faut-il moins d'Europe? Faut-il se replier sur soi pour retrouver des forces? Ou faut-il partager avec d'autres des problématiques communes, des envies communes, de se fédérer, de se regrouper pour peser de plus en plus dans le combat mondial, dans le contexte mondial, combat mondial économique, contexte mondial politique, de savoir quel modèle peut l'emporter, quel est le modèle raisonnable d'une organisation en société. Voilà, ce sont toutes ces questions qui sont posées au travers de l'enjeu européen. On va aborder toutes ces, en tout cas, le plus largement possible, toutes ces questions. On va essayer de trouver, en tout cas, des éléments de réflexion, peut-être pas des éléments de réponse, mais au moins des éléments de réflexion. Et moi, la première réflexion qui me vient, justement, quand je parle de ce taux d'abstention absolument, faramineux, c'est finalement quelle est la légitimité pour les élus de la circonscription Outre-mer? Quelle est aujourd'hui leur capacité à nous représenter? La légitimité des élus, elle repose avant tout sur la règle qui permet leur élection. Aujourd'hui, nous sommes dans une règle qui permet, malgré une forte abstention, malgré la prise en compte, ou en tout cas la mise en évidence du vote blanc, de déterminer quels seront les représentants d'une circonscription, quelle qu'elle soit, au sein d'une instance. Partant de ce constat, on ne peut pas remettre en cause, si ce n'est à évoquer la responsabilité individuelle de tout à chacun sur le sort des urnes. Alors, vous l'avez évoqué, vous avez parlé du vote blanc. Il faut savoir aussi, et l'information a été donnée très tardivement d'ailleurs par les médias, on va dire quelques jours ou quelques heures avant le scrutin du 25 mai, c'est qu'effectivement, pour la première fois, le vote blanc était pris en compte
dans le décompte des suffrages pour les élections européennes. Malheureusement, la finalité du vote blanc, ça n'est qu'à titre informatif qu'il est décompté. Il ne remet pas en cause le sort des urnes et la personne qui l'emporte par rapport à une autre, ou une liste par rapport à une autre. Donc aujourd'hui, on voit que la démocratie progresse. Elle progresse à pas mesurés. Peut-être que la prochaine étape sera d'arriver à un statu quo tant que, une majorité claire et nette de votants se dégage. Mais Nicolas, c'est un peu ce qu'on avait en Belgique. La démocratie effectivement progresse, mais on n'a pas l'impression que les citoyens se l'approprient. Parce que finalement, si on avait eu 70% de vote blanc, et on aurait eu, 20% de suffrages exprimés pour des candidats, et on aurait eu 10% de non exprimés ou d'abstention. Là, le vote aurait eu une valeur significative et politique. Ce qui fait la valeur, ce sont tout un ensemble d'indicateurs qui peuvent être le taux de participation, une fois que le suffrage est exprimé, de savoir pour quelle couleur, pour quelle tendance ou l'abstention qu'il révèle. Encore une fois, c'est la règle. Qui établit la règle ? Quel est l'intérêt de bloquer éventuellement un État comme on a pu le voir en Belgique avec le sort des urnes qui n'était pas dans un sens pour permettre à ce pays de se gouverner comme aujourd'hui on l'entend en France. À partir de là, c'est tout à chacun, encore une fois, de se positionner. Faut-il que le législateur introduise le vote obligatoire ? Alors oui, bonne question. À contrario, faut-il introduire une sorte de capacité des gens pour voter ? Est-ce qu'on peut se dire que le jour où on arrivera à des taux de chômeurs, à des situations de misère extrêmement importantes, quel sera le sort des urnes à ce moment-là ? Le problème, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on est simplement dans un phénomène de réactivité. On essaye d'apporter une solution immédiate à un problème qui a pris de l'ampleur au cours des années et dont on ne trouve pas la solution. On est humain, on est perfectible, c'est-à-dire que ce qu'on imagine à un moment donné pour être la moins mauvaise des situations ne peut pas forcément se révéler tout de suite comme étant la meilleure pour tous. Donc, quelle doit être ensuite l'action politique qui est menée au sein des strates que l'on observe, comme l'Europe, comme l'État, comme le département, comme la région, comme la commune, comme l'intercommunalité ? Quel va être le pouvoir de représentation et de sensibilisation aux problématiques du quotidien que vivent les gens, s'ils ont besoin de se nourrir, s'ils ont besoin de s'habiller. Donc si on regarde à ce niveau-là les besoins primaires qu'il faut satisfaire, si un certain nombre de gens ne peuvent pas en bénéficier, leur vote sera pour celui ou celle qui leur promet des lendemains bien meilleurs, alors que, la capacité d'un État à changer fort heureusement ou malheureusement ne repose pas sur un seul homme providentiel, elle repose sur, tout un ensemble de personnes, tout à chacun, qui doit avant de se demander ce qu'un État peut faire pour lui, de savoir ce qu'il peut faire pour cet État. Est-ce que finalement aujourd'hui, il faut peut-être dresser le constat qu'on est on est à l'intérieur, on est en train de toucher, en tout cas, une crise de la démocratie dont il convient de prendre la mesure? Il est évident que il suffit de voir les réactions des journaux des pays européens de par le monde vis-à-vis des résultats français, vis-à-vis de l'image que la France donne d'elle, dans un contexte historique qu'il n'est pas besoin de rappeler. On va en parler dans cette émission également, parce que c'est pas sans conséquences. On peut mettre tout un ensemble de facteurs en évidence, comme la situation sociale, le taux de chômage, la capacité des gens à croire en l'avenir, donc la confiance que l'on a dans la République, ses institutions. Donc aujourd'hui, nous avons plein d'indicateurs qui sont négatifs, qui sont renvoyés. Le sont-ils parce que nous sommes dans une certaine course à l'information et du devoir de se positionner en likant ou en ne likant pas pour faire une référence aux réseaux sociaux. Voilà, donc on est dans la culture de l'immédiateté et les gens veulent que ça change immédiatement. Et alors, l'évidence, c'est que les choses prennent du temps pour changer. On le voit bien avec ce que l'on évoquait sur la prise en compte du vote blanc, qui pour l'instant n'a qu'une finalité informative, alors que l'on aimerait qu'elle ait une autre finalité pour peut-être entraîner un sursaut de la part des appareils politiques. Mais et puis aussi une forme de responsabilité ou de responsabilisation de la part des électeurs. Se dire finalement, il n'y a pas besoin de vote obligatoire, mais au moins le suffrage que j'aurais exprimé, c'est évidemment un suffrage qui est contre les idées développées, portées par les candidats qui se présentent à ce suffrage.
Je dirais que la globalité voudrait dire ça. Le suffrage, c'est l'expression de la confiance que mettent les électeurs dans une liste, dans des idées, dans une personne. Quand vous allez à la banque passer un contrat avec quelqu'un qui vous donnera de l'argent, vous devez dire si oui ou non vous avez certaines capacités pour savoir si vous agissez de manière consciente ou de manière un peu légère. On pourrait imaginer que pour le vote, il y ait ce même niveau de conscience qui soit mise en avant, de savoir si on vote par réaction ou si on vote par conviction. Voilà, c'est un sujet très intéressant qui permet à un moment donné, effectivement, de sentir une population, de savoir quelles sont ses attentes. Est-ce qu'on exprime bien au bon moment le rejet d'une politique nationale? Est-ce que c'est l'enjeu des européennes de le faire? Alors, voilà. Est-ce qu'il faut promulguer, je dirais, une couleur politique dont les représentants sur la dernière mandature européenne ont révélé leur très grande abstinence à leur participation aux réunions à Bruxelles et à Strasbourg? Voilà. C'est de ça dont il est question. Est-ce qu'on a raison de positionner aujourd'hui, comme on l'a fait, le Front National, ou est-ce que par le biais de sondages, par le biais d'un discours plus direct avec ces élus européens, on arrive à les sensibiliser? Donc, alors, ce qui était terrible, Nicolas Delaunay, c'est que justement, ces fameux sondages avant le scrutin annonçaient déjà la couleur. On avait déjà une tendance, à quelques exceptions près. Finalement, la tendance qui s'est dégagée qui a été dégagée par les instituts de sondage, c'est, allez, à quoi peut-être 1 ou 2% près, le résultat des urnes aux élections européennes. Nous avons de très bons instituts de sondage alors. Oui, on a toujours de très bons, sauf ceux qui se trompent pour les municipales. Ça révèle effectivement, parce qu'on a bien vu l'intervention d'un ancien président dans une tribune pour exprimer son soutien relatif à l'Europe avec la nécessité de quelques ajustements. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, la Ve République en est l'exemple. Pour la France, la Constitution européenne et j'allais dire les traités européens qui s'appliquent aux pays membres n'ont pas vocation à être inscrits dans le marbre comme d'autres textes législatifs dont on voudrait voir éventuellement leur évolution ou leur suppression. Justement, alors peut-être que en revenant sur cette notion justement d'abstention qui a été très marquée pour les départements d'outre-mer et pour la Réunion, il y a quand même une notion dont il faut prendre la justesse. Nous sommes région ultra-périphérique. La notion de région ultra-périphérique a été instaurée par le traité de Maastricht en 92 et régulièrement revalidée par des votes de présidents d'État et de chefs de gouvernement. Le dernier en date, c'est 2004 à Rome. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien aussi refuser à la Réunion, Mayotte n'était pas encore à cette époque-là département français, mais aux autres départements d'outre-mer français, le statut de région ultra-périphérique et ne plus bénéficier des financements de l'Europe. Il faut savoir quand même que l'outre-mer est le premier bénéficiaire des fonds européens. La Réunion, c'est 1,9 milliard pour un programme de 4 ans à 5 ans. C'est quand même assez révélateur. La question qui se pose, c'est de savoir si la suppression de l'Europe entraînerait un transfert de ces sommes qui sont mises à disposition de la Réunion par l'État français. Nous sommes dans un contexte où 50 milliards sont demandés en économie justement par rapport à l'application des règles européennes qui ont simplement pour vocation à mettre tous les États membres face à la même règle pour qu'une légitimité puisse sortir de l'action commune qui est guidée et s'imposer à chacun. Si maintenant tout le monde fourvoie la règle, à quoi sert-il effectivement de mettre en place un outil qui a vocation à être un outil de coordination, de fédération de plusieurs acteurs économiques que sont les États, pour que l'union faisant la force, à plusieurs, on soit plus à même de négocier des traités face à d'autres pays qui pourraient nous imposer leur vision des choses. C'est un petit peu ce qu'on observe avec l'accord TAFTA. Avec l'accord TAFTA, les USA. Voilà. Oui. Voilà. Donc, est-ce que la France, du haut de l'ergot de son coq, est capable de tenir la dragée haute à l'économie américaine? On voit bien que le sens de l'histoire n'est pas celui-là. Ensuite, certains sont critiques vis-à-vis de la monnaie. Certains économistes même préconisent ou avaient préconisé en leur temps que la monnaie unique devait être l'outil final de toute la constitution la plus parfaite possible de l'ensemble. Or, on voit bien la difficulté d'abandonner certaines prérogatives. On voit bien qu'il y a certains modèles sociaux qu'il est pour certains nécessaire de devoir protéger. Donc, est-ce que le conservatisme doit l'emporter face à la nécessaire évolution
C'est la question qui est posée, et ensuite, effectivement, il faut regarder la composition sociale d'une société pour savoir quel doit être, à minima, le premier degré d'intervention de toute action de politique publique. Alors, on va marquer une première pause, Nicolas Delaunay, et puis on revient pour la suite de l'émission. À tout de suite. Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu. Deuxième partie de cette émission, Jean-Pascal. Voilà, donc deuxième partie de cette émission spéciale post-élection européenne. Et je dis bien post-élection européenne parce qu'effectivement, il y a des choses qui nous ont fait réagir, en tout cas moi qui m'ont incité à vouloir trouver des explications avec des témoins de cette actualité. Aujourd'hui, ce témoin, c'est Nicolas Delaunay, donc qui intervient comme citoyen lambda, mais qui est quand même très spécialisé sur un certain nombre de points en sciences économiques et politiques. Nicolas, on le disait tout à l'heure quand même, c'est les fonds européens. Aujourd'hui, alimentent quand même en grande partie la quasi-totalité des investissements et des équipements en Outre-mer. Aujourd'hui, l'Outre-mer est le premier bénéficiaire de ces fonds européens. Ça concerne tout autant les collectivités, les entreprises, les établissements publics, les associations et même les individus. Et quand je dis individus, on peut préciser, c'est les jeunes, les étudiants, les demandeurs d'emploi, mais également les salariés qui peuvent, à titre individuel, bénéficier effectivement de fonds européens pour des projets. On a aujourd'hui un désintérêt total et un désintérêt croissant pour l'enjeu européen, alors qu'on se rend compte que depuis 92, pratiquement depuis Maastricht et la mise en place de cette notion de région ultra-périphérique, à chaque programmation, tous les 4-5 ans, les régions ultra-périphériques et l'outre-mer en particulier bénéficient de subventions de plus en plus importantes, allant même, il y a encore quelques semaines de ça, jusqu'à une délégation totale, notamment pour le FEDER, la région Réunion. Donc ça veut dire que les Outre-mer ont réellement besoin de ces fonds, qu'il y a des structures qui font, en tout cas qui bénéficient de cette confiance de Bruxelles pour gérer ces fonds. Et il y a aussi des outils de contrôle sur la bonne utilisation de ces fonds. Comment se fait-il qu'on ait ce désintérêt permanent, croissant? Je reviens un peu en permanence sur cette question parce que on a des fonds qui augmentent et en parallèle de ça, on a des gens qui se sentent totalement détachés de Bruxelles, totalement détachés de ses financements, sauf certaines collectivités là. On expliquera peut-être pourquoi et comment les raisons. Mais on a cette impression, alors est-ce que c'est dû à l'éloignement ou est-ce que c'est dû finalement à un manque d'intérêt, soit de la part des politiques, à expliquer aux citoyens lambda de quoi réellement il peut bénéficier, de comment réellement ça fonctionne, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres facteurs, d'autres acteurs qui n'ont pas joué le jeu finalement dans cette besoin de reconnaissance et d'information sur le fonctionnement d'une institution comme l'Europe. Quand l'Europe octroie des financements, une des conditions qu'elle demande, c'est qu'il y ait à l'entrée d'un bâtiment, quand il s'agit d'un outil public qu'elle cofinance, de faire apparaître donc sur le logo de l'Europe pour qu'on identifie bien que la construction, le service a bénéficié de fonds européens. Donc peut-être, à contrario, que l'Europe est tellement présente aujourd'hui au quotidien dans l'esprit de chacun qu'elle en est devenue invisible et qu'on ne s'en rend plus compte et qu'il est tout à fait normal que, au gré de ce que l'on peut voir sur les portes des bâtiments, de ce que l'on peut en entendre dans la communication que fait la région quand elle octroie des subventions au secteur économique avec un soutien FEDER derrière, qu'effectivement c'est devenu quelque chose de normal, de quotidien, et puis on ne s'en soucie pas plus que cela. Maintenant, est-ce que dans le monde de l'entreprise, quand une entreprise bénéficie de subventions européennes, va-t-elle le crier sur les toits, ou est-ce qu'elle va être relativement discrète par rapport à cela? Les instances représentatives du personnel ont l'obligation de recevoir une information annuelle sur le montant des subventions dont bénéficie une entreprise. Ensuite, on pourra toujours regarder ce que représente ce financement par rapport à ce qu'il en est fait, ce qu'il en est obtenu et ce que tout à chacun éventuellement peut en obtenir de manière sonnante et trébuchante dans son porte-monnaie. Donc là, on revient à ce que je disais tout à l'heure.
si l'Europe a une action concrète pour les gens au quotidien, si dans la communication que fait la collectivité qui a géré ce fonds ou l'investissement, s'il y est mis de manière évidente la participation européenne, le minimum de communication est fait. Est-ce que ça va être suffisant pour remporter l'adhésion à un vote? Est-ce que quand on va parler effectivement de toute la problématique des enjeux, des accords de négociation qu'il y a entre les États membres, entre ensuite la structure européenne et les autres blocs mondiaux, est-ce que ça va parler concrètement au quotidien des gens? Je vais être volontairement simpliste, Nicolas. J'achète un billet d'avion. Je paye mon essence ou je remplis mon caddie, l'Europe est présente dans le financement ou dans l'aide au financement de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai acquis. Ça, on n'a pas l'information tout le temps, mais on sait pertinemment qu'aujourd'hui, une économie comme l'économie réunionnaise ne vivrait pas sans l'Europe. On se retrouverait si demain les subventions versées aux régions ultrapériphériques et aux départements d'outre-mer venaient à s'interrompre, on se retrouverait comme un pays du tiers-monde, ce qu'on appelle un pays en voie de développement, pour rester politiquement correct. On se retrouverait effectivement dans cette situation-là. L'État français a-t-il vocation ensuite à se substituer, puisque c'est ce qui a été promis par certains dans la simple équation qui a été faite entre ce que donne la France et ce que reçoit la France par rapport à l'Europe. Ça n'est pas la bonne manière de voir. Effectivement, la Réunion ne pourrait pas s'en sortir sans les fonds européens. L'État, quand vous discutez avec certains de ses représentants, ne vous donne pas de perspectives réjouissantes à la fin de certains accords, à la fin pour la filière agricole de pouvoir bénéficier d'un prix particulier sur le sucre. Sur le sucre notamment. Voilà. Donc, à contrario, on a un octroi de mer dont certains défendent ardemment le maintien. Vous avez ensuite certaines spécificités de rémunération qui continuent à exister. Aujourd'hui, il faut bien voir que les ressources qui impactent par rapport à une origine publique la Réunion n'ont pas vocation à demeurer pérennes. Donc, se pose la question du partage, se pose la question de la redistribution de la valeur ajoutée dans les entreprises, du dimensionnement des règles qui s'appliquent aux différentes fonctions, différents métiers, aux différents corps, parce qu'il y a un effort qui sera à produire, 50 milliards à économiser. Est-ce que la France a cette capacité-là? Ça veut dire qu'elle a gaspillé 50 milliards chaque année. Par rapport au niveau de développement de la Réunion, est-ce qu'un ou 2 milliards redonner à la Réunion pourrait permettre un meilleur développement, plus de l'aide européenne? Est-ce qu'il est capable encore, ce gouvernement, de nous les donner, en tout cas, ou de compenser ce que l'Europe risque de nous reprendre d'une main si demain on n'en fait plus partie? Quand on voit finalement les projections qui sont faites sur ne serait-ce que les économies, ou en tout cas les financements que le gouvernement essayait de récupérer par rapport à des taxes, des choses comme ça, et on s'aperçoit que finalement les projections qui sont faites sont très loin de la réalité. La réalité n'a rien à voir avec quand on dit on peut récupérer 1,9 milliard de taxes ou de produits qui n'ont pas été perçus, et que finalement on se rend compte qu'on récupère à peine le 10e au bout du compte. L'argent public a pour vocation à constituer des sources de revenus pour le secteur économique privé. Si l'on diminue d'une année sur l'autre la distribution de l'argent public par les budgets d'exploitation et d'investissement des collectivités, quelles qu'elles soient, et de l'État lui-même, le monde économique se dira tiens, les perspectives de gains sont moins intéressantes, donc je vais un peu moins embaucher. Donc ce qui historiquement a convenu comme niveau de dépenses parce qu'il faut faire tourner l'économie, aujourd'hui, a-t-il besoin d'être rationalisé? Est-ce qu'il doit faire l'objet, d'un encadrement d'un certain niveau de contrainte dans les objectifs qui sont poursuivis? Quels sont ces objectifs? Est-ce qu'ils doivent être les mêmes au gré du temps, ou est-ce qu'ils peuvent faire l'objet d'une modification, d'une évolution? Et ce qui s'applique éventuellement à un État peut-il s'appliquer à l'État européen, à la notion européenne, lapsus. Donc c'est ce qui est proposé aux citoyens des États européens, c'est de s'exprimer par un vote. Certains partis arrivés au premier niveau du résultat énoncent qu'il faut redonner de la démocratie au sein de l'Europe.
donner trop de démocratie conduit, comme on le voit, à des États exsangues qui ne savent plus se gérer. Et quelles que soient les couleurs politiques, le constat est le même. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas de parti providentiel. Il y a simplement une prise de conscience de tout à chacun, de bien comprendre certains phénomènes de constitution, de la création de richesses au sein d'un État. Effectivement, d'aborder ensuite les comportements peu respectueux d'évasion fiscale. L'État a annoncé avoir recouvré 10 milliards suite à l'évasion fiscale. Est-ce qu'il faut on en est loin. Est-ce qu'il faut faire plus ? Non, d'avoir encaissé cette somme. Oui, voilà. Mais on est loin des projections, des prévisions qui étaient chiffrées à plusieurs dizaines. Effectivement, il y a un déficit de 14 milliards de recettes au sein des finances publiques. Voilà, maintenant, c'est quand on voit par ailleurs que l'on sait qu'il existe un certain niveau de travail au noir, de travail dissimulé, donc d'argent au noir qui circule. Voilà, comment est-ce qu'on fait après pour rationaliser, comment est-ce qu'on fait pour optimiser, comment est-ce qu'on fait pour faire prendre conscience que les règles qui sont mises en place sont bénéfiques pour tous, même si elles sont au détriment de certains. Et on ne peut pas avoir cette logique qui consiste à dire je dois recevoir ce que je donne. Ouais. Alors ça n'est pas ce qui existe au niveau communal, ce n'est pas ce qui existe au niveau de la solidarité qu'exprime le paiement de l'impôt de tout à chacun. Ceux qui versent plus ne reçoivent pas en proportion. Sauf dans certains cas où il était question de chèque fiscal. Oui. Voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est la notion de solidarité qui est atteinte par les idées qui sont promues par un certain parti que je ne nommerai pas. Ben, il va falloir le nommer parce que c'est quand même pour la première fois de notre histoire, ce parti, le Front National, est arrivé en tête de tous les suffrages exprimés. Il est quand même arrivé en tête. Il est devenu le premier parti de France. Ça révèle effectivement que... Alors, est-ce à dire que les résultats du FN sont dus justement à cette incompréhension des enjeux d'une élection telle que l'élection européenne? C'est-à-dire qu'on a voté plutôt contre que pour? On a voté pour exprimer par rapport aux idées qui sont proposées, par rapport aux programmes qui sont proposés. On a fait un vote primaire dans ce qu'il exprime. Parce que au-delà de l'incompréhension de l'organisation d'un État, de l'organisation de la coopération d'un État au sein d'un ensemble européen et au niveau mondial dans différentes instances, au-delà de ça, il y a des réalités au quotidien. Ces réalités sont celles d'un pouvoir d'achat amoindri, sont celles d'une misère sociale qui s'agrandit, d'un seuil de pauvreté dont à La Réunion 50% des gens vivent en deçà. Ouais. Donc c'est ce que je disais à un moment donné quand je ne veux pas dire qu'il y a une surreprésentation des pauvres dans un territoire donné au sein de l'État français, mais quand on met en évidence tous ces critères sociaux, toutes ces caractéristiques économiques, on est en droit de se demander quelles peuvent bien être les aspirations des gens qui sont dans ces situations-là. Et les aspirations sont des aspirations relativement simples. Se loger, se nourrir, avoir un travail. Et c'est devenu, avec des arguments quelquefois un petit peu contestables, le fonds de commerce d'un parti comme le Front National. Aujourd'hui, le Front National propose cet État-providence, ou en tout cas la perspective d'un État-providence qui aujourd'hui peut faire défaut par rapport justement à ces critères que tout à chacun n'arrive pas à avoir pour soi. Tout le monde n'a pas un travail, tout le monde n'a pas de quoi se nourrir convenablement. Voilà. Donc on en revient justement à cette vision qu'ont les gens d'un État qui doit pouvoir, dans son action première, corriger ces situations. Est-ce que l'action publique à ce moment-là, et comment se nourrit-elle, quelles sont ses ressources, et comment fait-on à ce moment-là pour proposer des choses? Est-ce qu'il faut faire entre guillemets de l'assistanat? Est-ce qu'il faut être beaucoup plus solidaire dans son approche mercantile quand on est un chef d'entreprise? Qu'est-ce qui doit prévaloir dans l'action individuelle? Est-ce que c'est la prise en compte de soi par rapport à un contexte qui se dégrade d'année en année, et puis on se dit non, c'est le repli qui vaut, c'est la recherche du bonheur individuel qui va l'emporter, ou est-ce que ça va être la prise en compte de la réalité des autres, du don de soi que tout à chacun peut faire, de l'investissement qu'il a dans la société, dans sa nécessité de comprendre comment elle est organisée, et éventuellement
par aujourd'hui la modernité des réseaux sociaux, d'exprimer vis-à-vis des médias un sentiment d'insuffisance de nourriture par rapport à ces enjeux que l'on décrit, et derrière qui génère un taux de participation qui est relativement faible. Parce que vous avez certainement assisté comme moi à cette fameuse soirée électorale où effectivement les médias n'ont pas manqué de superlatifs pour dire effectivement la crainte que représentait l'arrivée du Front National comme premier parti de France. Mais finalement, le Front National, si on regarde bien, c'est quoi? C'est 11% des inscrits. Et dans ces cas-là, comment commenter les 9% de l'UMP, les 6% du Parti Socialiste, les 4% de l'UDI Modem et les 3% du Front de Gauche? Moi, j'ai pas de réponse. C'est à l'aune de mon sentiment de ce que ces chiffres retracent que je m'exprime. C'est un désintérêt total. Il y a c'est la fameuse fracture sociale qu'évoquaient d'autres en leur temps, qui aujourd'hui se poursuit, et il y a un décrochage, effectivement. Il y a une défiance de la population par rapport au monde politique. L'actualité récente, il n'est nul besoin de l'exprimer. C'est ce sentiment-là qui prévaut. On peut constater à La Réunion également qu'on n'est pas en dehors de ce constat par le retour d'anciens élus, pour certains qui ont fait l'amende honorable, on va dire ça comme ça. Mais ils sont là pourquoi? Ils sont là parce qu'à un moment donné, certains se sont dit tiens, il y a 20 ans, on arrivait à avoir, on pouvait obtenir, c'était bien mieux avec. Donc on est sur ce déficit d'explication, on est sur une île où la détresse sociale est importante, où la misère sociale est importante. Et quand je dis misère sociale, ça recouvre au-delà des conditions matérielles également, un certain niveau de conscience. Et quelque part, il est bien normal et bien légitime pour ces personnes-là de revendiquer, comme tout à chacun, ce qui leur est strictement nécessaire. On va marquer une nouvelle pause et puis on va se retrouver dans quelques instants, Nicolas Delaunay, pour la dernière ligne droite de cette émission. À tout de suite. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal, que nous retrouvons pour le dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure en compagnie de Nicolas Delaunay pour une émission spéciale post-élection européenne. Nicolas, on va peut-être parler un petit peu aussi de ce qui concerne le lendemain de cette élection, de son scrutin, parce que on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même un fort taux d'abstention. Il y a aussi une montée du Front National en France, mais aussi dans les autres pays européens, Europe du Nord, Europe de l'Est. En clair, quelles vont être les conséquences de son scrutin et finalement, s'il en reste, les avantages? Il y a une recomposition, en tout cas dans la représentativité française au sein du Parlement européen, de la couleur politique qui aura une voix prépondérante. Ça veut dire que dans les ensembles dans lesquels étaient auparavant les autres partis, il y a un affaiblissement puisque ces partis sont majoritaires et ce sont ces partis-là qui vont décider du destin de l'Europe. Malheureusement, ce ne sont pas les 20 postes supplémentaires, les 20 que le FN a qui va changer les choses. Sauf à constituer un groupe. Sauf à constituer un groupe, mais ce groupe, par rapport, la prédominance des autres, nous verrons bien sa composition et son pouvoir d'action. Y aura-t-il des actions qui sont positives ou seront des actions qui seront négatives pour les gens? Nous verrons bien. Les électeurs se sont prononcés. Advienne que pourra. Mais maintenant, il faut avoir une confiance plus raisonnable dans la capacité des gens à utiliser le vote comme signal d'alarme. Nous avons bien vu il y a quelques années, au deuxième tour d'une élection, que le candidat Front National ne l'a pas emporté. Il y a peut-être, au-delà de notre caractère grognon et bougon français, quelques valeurs qui sont un peu plus présentes au sein de chacun. Mais là, on voit aussi cette mobilisation, notamment chez les jeunes et chez les étudiants. Et là aussi, la mobilisation est moindre. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un désintérêt total? Parce qu'effectivement, vous faisiez allusion, on attendait Jospin présidentiel de 2002, si je ne dis pas de bêtises, face à Jacques Chirac, et finalement, on s'est retrouvé avec un duel Chirac-Jean-Marie Le Pen. Il y a une très forte mobilisation. Là, ces derniers jours, la mobilisation est beaucoup moindre, alors que
on va dire, est-ce entre guillemets, les conséquences peuvent être aussi terribles? Je pense que les gens ont baissé les bras. Ouais. Ça peut être parce qu'il y a maintenant une reconnaissance un peu meilleure de ce parti par rapport à l'image qu'il dégage. Il est accepté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est accepté, qui est toléré à l'aune des 4,5 millions d'électeurs qu'il représente au niveau des différents suffrages. Ça n'est pas fort heureusement un avis qui est partagé par, en tout cas au niveau des idées qu'il véhicule, un parti qui emporte l'adhésion, mais les mouvements, les déplacements de personnes qui sont sensibles à ces idées sont relativement significatifs, puisque on a un déplacement du monde ouvrier et traditionnellement à gauche, à l'extrême gauche, vers cette extrême droite. On dit extrême droite, voilà. Il n'y a nul besoin de rappeler le passé de ceux qui l'ont créé. Peut-être Marine Le Pen ferait-elle mieux de dissoudre ce parti et d'en créer un nouveau pour effectivement marquer une séparation nette et claire avec le passé sulfureux de ce parti. Peut-être cela permettrait-il un habillage meilleur et une adhésion moins complexée. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a cette émergence d'une affirmation où les gens disent, puisque le niveau européen ne me permet pas d'améliorer mon quotidien, et comme je n'ai pas la conscience de ce que serait mon quotidien sans cette aide européenne, alors je préférerais qu'elle n'existe pas. Oui, alors que si effectivement on n'a pas conscience de ce que peut nous apporter l'Europe, et si demain on se retrouve totalement dépourvu des fonds européens, ça risque quand même, comme on dit familièrement, de faire tout drôle à certains quand même. Il faut faire prendre conscience aux gens de la réalité. Ça revient à qui il revient de le faire, aux hommes politiques. Aujourd'hui, est-ce que la communication régionale a été suffisante, puisque la région, comme vous le citiez, a obtenu la gestion des fonds européens, et elle communique bien là-dessus. Alors que nous avons eu apparemment un candidat d'un parti qui a proposé cette idée, et je crois que la région lui a répondu de cette manière-là, pour lui dire que c'était déjà quelque chose d'acté. C'était d'acté. Voilà. Donc entre la discrétion qu'on pourra reprocher à la région et le besoin d'explication, il y a là des efforts à faire que certains doivent faire. Ça peut-être été le cas par rapport aux partis qu'ils défendent, mais ça n'a pas forcément été le cas d'une manière transparente et transversale pour toutes les strates de la société. Est-ce que la feuille de communication, est-ce que l'outil de communication qu'utilise le Conseil régional est suffisant? Devra-t-il mettre encore plus en avant les éléments? Pourrons-nous nous comparer à d'autres qui ne bénéficient pas d'un soutien tel que celui dont nous bénéficions? Je ne sais pas s'il faut comparer, mais en tout cas... Aujourd'hui, il faut être en tout cas observateur, parce que si on reste un petit peu sur la région, sur la manière qu'a la collectivité de communiquer sur l'utilisation des fonds, on se rend compte qu'aujourd'hui la région communique beaucoup plus facilement sur l'origine des fonds européens que sur l'origine des fonds gouvernementaux. Je dirais que la problématique du financement des collectivités locales réunionnaises est un sujet sur lequel effectivement il y a peu de personnes qui se prononcent. Et puis surtout, il y a eu des rapports parlementaires en la matière sur les 15 dernières années qu'il est possible de consulter sur les sites spéciaux. Aujourd'hui, la problématique globale de la Réunion au sein de l'Europe, c'est que pour les Européens, nous sommes une région à part. Ouais. Pour la France, nous sommes une région normale. Eh oui. Donc, on est déjà un petit peu schizophrène, nous, à la base, entre notre relation à Bruxelles et notre relation à Paris. Ouais. Comment voulez-vous, à partir de la schizophrénie, introduire de la clarté pour les citoyens qui sont déjà dans leur quotidien bien en peine? Voilà. Ça va être très compliqué, Nicolas, parce que je le disais tout à l'heure, 1,9 milliard, c'était le plan européen pour la 2004-2013. Actuellement. Et là, on va pas dire que les gens n'ont pas l'information. En tout cas, on va leur donner, puisque depuis le 26 mai et jusqu'au 23 juin, il y a possibilité de participer à la consultation publique sur les projets des programmes européens 2014-2020. C'est-à-dire que là, il va falloir mettre de côté sa schizophrénie et s'intéresser un petit peu à son avenir.
Je pense que certains le font déjà clairement, peut-être un petit peu en catimini, parce qu'il y a derrière des intérêts économiques importants qu'il faut préserver. Est-ce que la lecture que l'on en a est une lecture purement financière, à savoir ce que l'entreprise lambda pourra en retirer, ou est-ce qu'on en a une lecture sociale également, en se disant que certains secteurs d'activité génèrent X milliers d'emplois, donc il faut mettre l'accent sur ça. On a bien vu au gré d'un reportage sur le drame requin, la nécessité de soutenir, d'investir et de déployer des mesures nécessaires qui permettent le soutien au secteur touristique, qui est un secteur qui est à protéger à La Réunion, qu'il faut accompagner. Malheureusement, quand on sait les éventuelles dérives que l'on peut observer sur la gestion des subventions européennes, des subventions publiques de manière générale, dans le sens où il ne faut pas que la subvention soit un outil qui vienne enrichir indûment un investisseur, mais qu'il doit participer à la baisse du coût du service qui est proposé. C'est comme ça que en matière publique, on définit les choses. Eh bien, si on est capable d'observer cela, à ce moment-là, il faut maintenir l'outil. Maintenant, si on s'aperçoit qu'il y a des dérives, j'allais dire, quand on regarde la constitution d'un bilan d'une entreprise, on s'aperçoit que le résultat net de l'année est bien égal ou à peu près au montant de la subvention qui a été perçue, on se dit, est-ce que ça vaut la peine de soutenir à ce point-là une entreprise qui, a priori, n'a pas besoin de ces fonds-là pour être performante, dans un contexte à La Réunion, je le rappelle, où les salaires, dans un contexte de pouvoir d'achat fort dégradé, ne sont pas réévalués à la juste valeur. Donc c'est cette déconnexion, quand on dit que l'Europe finance le secteur privé, certes elle peut générer des emplois ou en tout cas diminuer l'effort que fait l'investisseur privé pour avoir une rentabilité qui l'incite à investir. Donc c'est un processus d'accompagnement à la création et au soutien d'activités économiques. Donc ça, c'est une bonne chose. Si maintenant, dans la réalité, on s'aperçoit que certaines fortunes se font indûment au gré des subventions qui sont accordées ou d'un transfert de solidarité plus important, là, ça remet en cause un petit peu la pertinence de la politique publique. Alors, ça peut même l'homme réunionnais n'a pas vocation qu'à être un homme de consommation qui ne fait que consommer. Ça peut même remettre en cause complètement, d'ailleurs, ou en tout cas tout ou partie du financement européen sur les régions ultrapériphériques et sur l'outre-mer. N'oublions pas aussi que Bruxelles finance et participe à des opérations d'investissement par le biais de la Commission de l'océan Indien. Aujourd'hui, Bruxelles finance, par exemple, à Maurice, des quais de transbordement. Aux Seychelles, des quais qui sont d'ailleurs qui vont être co-exploités par Jacques de Châteauvieux, puisque la première pierre a été posée hier ou avant-hier. Et on voit ça aujourd'hui à La Réunion comme étant finalement des projets concurrentiels mais non complémentaires de ce que l'on pourrait développer comme production ici. Alors que finalement, il faut bien reconnaître, qu'est-ce qu'on a comme production ? Très peu de choses. Je l'avais évoqué lors de mon dernier passage. Nous sommes dans un contexte régional où nous appliquons une réglementation européenne avec des coûts, une logique de droit du travail française, dans un ensemble où à Madagascar, effectivement, le coût du travail n'est pas le même. L'instabilité politique se maintient, enfin non pas se maintient, mais se corrige au fur et à mesure. C'est un territoire qui intéresse énormément de pays investisseurs. Quel va être le rôle de La Réunion dans cet ensemble ? Est-ce que nous avons la capacité de subventionner le travail pour qu'il coûte moins cher et qu'il se situe à un niveau quand bien même supérieur à ce qu'il est à Maurice ou à Madagascar ? Alors, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de prôner le principe de la coopération régionale dans ces cas-là. Il faut prôner le principe du développement régional avec la mise en perspective de ce que La Réunion peut apporter, mais ne pas s'illusionner sur tout ce que La Réunion pourrait être, alors qu'elle a des conditions qui ne sont pas les plus optimales pour cela, par rapport à la vision d'un investisseur, qui fera un arbitrage entre le risque politique qu'il y a sur un territoire donné par rapport à la perspective de rentabilité qu'il peut en obtenir. Voilà ce qu'a fait l'Europe sur le territoire européen par l'intégration de pays ex-pays de l'Est. Ça a été de permettre la libre. Donc c'est une approche effectivement qui pourrait être au profit des entreprises, mais une entreprise elle emploie. La logique économique, c'est de dire que pour être dans un système productif, il faut embaucher des gens. Et ça, c'est le modèle qui aujourd'hui fonctionne de par le monde, avec plus ou moins de contraintes, plus ou moins de liberté, plus ou moins de coûts. Et aujourd'hui, la logique, c'est de savoir s'il est opportun de permettre à des États d'avoir de telles divergences
de droit du travail, de coût du travail, que cela ne remette pas en cause la constitution même de cet ensemble. Et pourtant, l'Union européenne a été conçue sur le principe de la solidarité. Oui, mais l'Europe ne va pas assez loin. L'Europe ne permet pas encore d'avoir une homogénéisation des conditions du droit du travail qui s'appliquent. C'est la première des choses qu'il aurait peut-être fallu mettre en avant et construire. Cela se fera sans doute avec le temps, mais c'est bien là tout l'enjeu des élections également, de savoir si on doit aller vers le fédéralisme. Donc c'est vers, j'allais dire, une communion des États et une disparition programmée de la notion de nation. Ouais. Il y a déjà plus de frontières. Il y a la vocation à avoir une monnaie unique. Il y a la vocation à avoir une législation qui influe de plus en plus les États. Donc aujourd'hui, c'est ça la réalité. Merci Nicolas Delaunay. Alors je voudrais terminer quand même en rappelant une information que j'ai donnée tout à l'heure. Du 26 mai au 23 juin, participez à la consultation publique sur les projets des programmes européens pour 2014-2020. Une seule adresse, www.réunioneurope en un seul mot.org. Merci à vous et bonne journée à l'écoute des programmes de Plus FM. À bientôt, au revoir. Merci, à bientôt.